Ok. euh, Voilà, on peut commencer. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au séminaire concernant le logement durable et le soutien pour les ménages et les locataires à faible revenu organisé par euh, le service interfédéral de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Donc, c'est beaucoup, mais je tiens à mettre en valeur la première partie du titre, à savoir le logement durable. La durabilité, c'est quelque chose de très large. Il est important de considérer toutes les facettes du logement durable. Évidemment, il y a des aspects écologiques, mais aussi sociaux, financiers. Dans la situation actuelle, au niveau écologique, nous émettons trop, surtout au niveau du bâti. Presque 30% des émissions totales est issue de nos bâtiments. Donc il faut rénover au niveau énergétique à un rythme plus élevé. Donc le taux de rénovation doit s'accélérer. La deuxième partie du titre est également importante. Il faut soutenir les ménages à faible revenu. Les enquêtes et les études le démontrent aussi, une grande partie des ménages ne sait pas payer une rénovation énergétique. 50 jusqu'à 70% n'en est pas capable. Donc quelle est la meilleure solution ? Comment améliorer les bâtiments locatifs et les appartements ? En grand groupe et locataires habitent dans un appartement. Souvent, sont les mêmes personnes et sont aussi ces ménages vulnérables. Ce n'est pas une question évidente. Donc, comment augmenter le taux de rénovation ? Comment impliquer tout le monde, aussi ces ménages vulnérables ? Il faut passer à l'action, il faut essayer et tirer des leçons des erreurs faites. Aussi pour l'avenir. Et au sein de ce groupe de travail, on veut se focaliser sur une approche possible qui peut fournir une réponse aux deux grands défis que je viens de vous esquisser. C'est une approche collective par des rénovations par quartier. Le groupe de travail, quel en est le déroulement ? On l'a déjà dit pendant l'introduction. Il y a 3 initiatives dont on va parler, vu que c'est le service interfédéral qui a organisé cette journée. Chaque région peut présenter un projet, donc la région flamande, wallonne et bruxelloise. Par après, une réflexion est faite par 2 joueurs, 2 personnes du terrain, qui vont se focaliser sur ces ménages vulnérables et quelles sont les opportunités, quels sont les problèmes. Et puis, il est possible de fournir vos remarques pour arriver à une discussion ouverte avec des questions, des réponses et d'éventuelles propositions aussi en vue de l'avenir. Commençons avec les 3 initiatives. Tout d'abord, Valérie Barlet, qui représente Reno City, donc elle gère ce projet, à Alost, et bientôt aussi à la Louvière, où c'est déjà en cours. Voilà, c'est déjà en cours. Puis Maude, de la ville de Malines, qui va vous présenter la rénovation du quartier Neckarspoel à Malines. Par après, la région bruxelloise avec Ophélie Leroy de Bru Localis qui va vous fournir un aperçu général de la situation à Bruxelles. Et finalement, Mayra Boers de la rénovation collective. Donc c'est Rega et quelques communes en font déjà partie. Donc je donne maintenant la parole à Valérie Barlet. Voilà, bonjour à tous. Vous devez vous demander pourquoi AGC Glace Europe va faire une présentation sur Reno City. Donc, je vais essayer de vous partager le pourquoi. Je vais aussi partager l'expérience pilote qu'on a fait à Lost et l'expérience qu'on mène aujourd'hui à la Louvière
d'ailleurs avec 2 personnes qui sont là de la ville, qui sont Anne Matteau et Charlotte Verlinden, du guichet énergie-logement de la ville de la Louvière. Donc si vous avez des questions, vous pourrez aussi leur poser des questions tout à l'heure. Voilà, la rénovation par quartier, ça marche. On a fait un premier projet à Lost qui a permis de tripler le taux de rénovation, doubler, tripler selon les statistiques qu'on prend en compte. Et on est occupé aujourd'hui sur le projet à la Louvière. Mais la question, c'est comment, pourquoi AGC? Comment est-ce que tout ça a commencé pour nous? En fait, ça a commencé avec l'exploration des smart cities, donc de quoi les villes... AGC s'est vraiment posé la question de quoi les villes ont besoin, des smart cities, le développement des smart cities, en quoi AGC pouvait apporter quelque chose. AGC est un leader mondial dans la fabrication du verre. Qu'est-ce que nous pouvions apporter? Alors on s'est rendu compte qu'avec AGC, on avait des produits qui intégraient les cellules photovoltaïques, donc on pouvait avoir des façades qui génèrent de l'énergie. On a des produits qui améliorent la communication, qui intègrent des antennes 5G, donc on pouvait participer de ce côté-là. On avait un produit qui s'appelle le Fineo qui permet de remplacer... d'augmenter la performance des vitrages sans changer le châssis. Et donc ça permet vraiment d'économiser des ressources aussi. Donc on avait des produits qui participent à la sustainability. Mais on s'est posé la question, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc c'est très bien, on peut changer le châssis de madame très rapidement, sans faire de dégâts, mais qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre? Et en discutant avec plein de villes en Europe, des villes qui étaient avancées sur le domaine des smart cities et des villes qui étaient moins avancées, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème, un enjeu qui était clé, que vous connaissez. Donc les bâtiments sont responsables de près de 40% de la consommation énergétique en Europe. Et l'Europe, par ailleurs, fixait des objectifs très ambitieux. D'un autre côté, le constat, c'était que le taux de rénovation était très bas et que aussi les rénovations étaient relativement superficielles. Donc rarement les gens arrivaient vraiment au PEB qu'on espère et qu'on attend. Et d'autre part, même si on voulait tripler ce taux de rénovation, parce que pour y arriver, il fallait tripler le taux de rénovation, la force de travail, les installateurs, les entrepreneurs, en fait, ils ont eux aussi des forces limitées. Et ce serait même compliqué pour eux, en fait, d'adresser toute cette demande si on voulait et si on pouvait le faire rapidement. Et donc, on a réfléchi et on s'est dit, eh bien, si on pouvait, dans un quartier, comprendre les maisons à une échelle un peu macro, si on pouvait comprendre les maisons qui avaient les PEB les plus bas, si on pouvait identifier des maisons qui avaient des profils relativement similaires, des typologies relativement similaires, si une fois qu'on avait fait ça, on arrivait à se connecter aux citoyens, aux propriétaires de ces maisons pour les embarquer dans la démarche de rénovation de manière assez spécifique. Et puis, le troisième volet, c'était si ensuite on arrivait à exécuter les travaux de manière efficace pour que ces entrepreneurs utilisent moins leurs ressources à faire des offres, à venir dans les maisons, à expliquer les offres. Donc il y a toute une démarche qui est très consommatrice de temps pour les entrepreneurs. Et souvent, ils ont envie de se concentrer sur les travaux, en fait. Et tout le temps avant et après, c'est du temps qu'ils perdent. Voilà, donc ça c'était le challenge qu'on s'est posé. Et ensemble avec des entreprises plutôt au niveau de la Flandre, on a monté un projet qui s'appelait le projet Detour, où on a construit ce qu'on appelle un digital twin, donc un jumeau digital d'un quartier. On a collecté, analysé les données, on a simulé des plans de rénovation à grande échelle pour ces différentes maisons. Et puis on a mis en place ce qu'on a appelé notre outil d'embarquement, donc l'outil qui nous permettait de nous connecter aux propriétaires de ces maisons, qu'on appelle la plateforme RenoCity. Et donc c'est vraiment AGC qui a mis en place cette plateforme RenoCity. Et c'est AGC qui a aussi mené les travaux, géré les contacts avec les citoyens. Et donc toute la partie exécution, contact avec les entrepreneurs, contact avec les citoyens, c'est nous qui l'avons mené. Sur la plateforme RenoCity, on a vraiment mis des techniques de nudging, donc des techniques qui permettent de diriger le citoyen de la manière la plus dynamique possible vers un point d'action qui est réserver un diagnostic. Donc ça, c'était vraiment notre ambition sur la plateforme, c'est que les gens réservent un diagnostic. On a pris 2 quartiers différents à Alost, un quartier un peu plus populaire, Sint Anna Wake, et un quartier un petit peu plus huppé, Off Summer Game.
avec quand même des taux de propriété, des proportions de propriétaires relativement élevées, des revenus moyens à Sintana-Wake, des revenus un peu plus élevés que la moyenne à Alost, et toujours avec des PEB relativement bas. Après, je vous poserai la question de lequel vous pensez a le mieux marché, ou s'il y en a eu un qui n'a pas marché du tout et un qui a bien marché. En tout cas, nous, quand la ville d'Alost nous a proposé le quartier le plus populaire, on a dit mais on voudrait bien avoir quand même, pour un premier cas, un deuxième quartier un petit peu, qui nous donnerait plus de chances de réussir, avec un peu plus de moyens. Alors on a lancé le projet en février 2022, donc on a lancé la plateforme. Les gens pouvaient réserver des diagnostics en ligne sur notre plateforme. Notre field manager, donc notre coach en rénovation, ensemble avec un auditeur, se rend sur place. L'auditeur fait son audit. Le field manager, lui, il va essayer de bien comprendre le projet de rénovation du citoyen, va prendre toutes les mesures qui sont nécessaires pour ce projet-là. Il rentre au bureau, il attend le rapport d'audit. Quand le rapport d'audit arrive, il va faire les demandes d'offres aux entrepreneurs qu'on a présélectionnés sur base de la qualité, stabilité financière, etc. Et quand on reçoit les offres des entrepreneurs, on va les présenter aux citoyens. Donc le citoyen, en principe, à part quelques entrepreneurs qui veulent vraiment visiter pour être certains, en principe, il a eu qu'une visite, qui est celle de l'auditeur et du field manager ensemble. On présente les offres. On va aussi, avant de présenter les offres, vérifier toute la notion de subside. Donc on va précalculer les subsides qu'on fait valider. Donc, dans ce cas-ci, ici à la Louvière, c'est le guichet énergie-logement qui va aussi valider le calcul de primes, faire les corrections, éventuellement les commentaires. Et puis, on arrive avec un dossier très complet, du coup, chez le citoyen pour la rénovation. Donc, pour Alost, on a commencé en février 2022. On a terminé toutes les rénovations en décembre 2022, sauf les quelques rénovations qui demandaient un permis d'urbanisme. Le résultat, c'est quoi? Sur 1000 maisons dans le scope d'Alost, on a eu 100 diagnostics réservés. On a fait 23 rénovations pour plus de 500 000 euros. Si vous prenez le rapport, ça fait 2,3% sur 1000 maisons. Donc c'est doubler, voire tripler le taux de rénovation si on part de 0,6 ou de 1%. Le projet à la Louvière, on l'a lancé en juin 2023, donc c'est suite à un appel d'offres public qui a été lancé par la ville de la Louvière. On l'a lancé en juin 2023. On a commencé la communication en juin 2023. On a lancé le projet en septembre 2023. Nos objectifs, c'est de rénover plus de 30 maisons d'ici la fin de l'année, en tout cas d'avoir des signatures pour ces rénovations d'ici la fin de l'année. Les challenges, c'est évidemment l'embarquement des citoyens dans un quartier qui est encore plus précaire, je dirais, que le quartier populaire de Alost, donc avec des gens qui ont des vraies problématiques. On sent que ça va tellement loin que finalement, les citoyens attendent que tout soit fait pour eux. Quand le field manager arrive, les gens ont vraiment besoin de l'assistance de cette personne. On réalise qu'on perd parfois des gens, effectivement, parce qu'ils ont d'autres problèmes, comme le signalait Madame Barciou, je pense, à l'introduction. Donc c'est vraiment un quartier compliqué. On a sélectionné nos partenaires, c'était aussi un petit peu plus compliqué en Wallonie qu'en Flandre. Évidemment, l'enjeu des prêts à taux zéro est énorme parce que les gens n'ont pas les moyens de préfinancer ces travaux. Et il y a aussi un enjeu sur l'urbanisme. Je dirais que les points de succès aujourd'hui, c'est la collaboration avec la ville. On fait vraiment une équipe aujourd'hui pour atteindre les objectifs, c'est vraiment ça. La collaboration avec les auditeurs est clé aussi, puisqu'en Wallonie, l'audit logement est essentiel pour avoir les primes et la partie prime. Je vais vite faire une petite démo de la plateforme, comme ça vous voyez concrètement à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est la plateforme pour N Saint-Pierre. Donc vous voyez tout de suite que en fait, les gens se reconnaissent très vite parce que ça, c'est la maison communale de N Saint-Pierre. Donc les gens savent que c'est un projet qui est fait pour eux et donc ils se sentent assez vite reconnus. Et on signale très vite les primes spécifiques, on en parlera peut-être tout à l'heure, qui ont été développées. Alors, imaginons que la personne, elle est dans le périmètre, elle met l'adresse de sa maison, il y a quelques précautions d'usage qui sont signalées, et elle a tout de suite, avec 0 question, en fait, un premier diagnostic de sa maison qui est basé sur ce jumeau digital, si vous voulez, un peu simplifié. Ici, sur la Louvière, on a été un peu moins loin dans toute
la logique derrière, mais voilà, ça tient la route. Les gens peuvent adapter les données par contre, donc il y a 0 question pour commencer, mais les gens peuvent adapter les données. Et donc, voilà, s'ils disent, en fait, non, moi j'ai un simple vitrage, j'ai pas un double vitrage, je ne sais pas ici si ça va avoir un gros impact, voilà, c'est passé en E. Donc le PEB est passé en E. Ce qui est très important, c'est un blocage qu'on a compris dans la démarche de rénovation, c'est que les gens, souvent, ne démarrent pas l'initiative de rénovation parce qu'ils ne savent pas dans quoi ils vont se lancer, quel sera le budget. Et donc, on a pris le parti de très vite donner des trajectoires, soit vers le label A, soit vers le label B. Et en fonction de ce que les gens choisissent, ils ont ici un pack de rénovation qui est calculé sur la dimension de la maison, puisqu'on a ce jumeau digital qui récupère une série de données sur les dimensions de la maison. Et donc, très important, ils ont le budget de rénovation, ici 54 000 €, mais ils ont aussi 65 000 €, mais ils ont aussi toutes les primes qui sont disponibles. Alors vous allez me demander comment vous avez calculé les primes alors que ça dépend des revenus. En fait, on l'a calculé sur le revenu médian de N Saint-Pierre, qui est de 23 000 €, donc qui est très faible, donc les primes sont très élevées. Et on signale ici, donc attention, le montant des primes pourrait être moins élevé en fonction de votre revenu. Mais voilà, ici en tout cas, et ici aussi, on met une alerte, attention, ça pourrait être plus élevé. Le point d'action, c'est réserver un diagnostic, et donc ils pouvaient réserver, aujourd'hui il n'y a plus de diagnostic disponible, donc on ne le voit pas, mais il y avait un calendrier avec des heures où les gens pouvaient réserver le diagnostic immédiatement. Voilà, il y a moyen de calculer le prêt, et il y a évidemment plein d'informations sur ce qui est rénové. Je vais vite terminer. Évidemment, pour arriver sur le site, il faut de la communication, et c'est là aussi que la collaboration avec la ville est essentielle. Donc, on a communiqué à travers le journal mensuel de la ville, à travers des bâches, mais aussi à travers un courrier qui arrive directement chez les personnes. Et on a quelques panneaux aussi qui signalent l'action l'initiative RénoCity dans le quartier. Voilà, donc globalement, je dirais que c'est un projet qui est très ambitieux, qui est très contributif aux objectifs climatiques et sociétaux. Le CEO d'AGC dit, mais en fait, Valérie, tu fais un travail social, là, tu fais pas un nouveau business pour AGC, hein, tu nous fais un accompagnement social, et c'est vrai, enfin, c'est en partie vrai en tout cas. Tant et si bien que les prochaines étapes pour AGC, c'est probablement plutôt de mettre la plateforme à disposition que de faire tout le travail d'accompagnement qu'on fait avec, mais on voulait démontrer que c'était possible. Et voilà, c'est un travail aussi très collaboratif qui demande une collaboration avec toutes les parties au niveau de la ville. On essaye avec AGC de répondre aux rêves de nos clients, donc on l'a en tout cas pris comme un challenge, et on est très heureux. Et voilà, j'ai pas le bon slide où normalement j'avais mis toutes les personnes de contact de la ville, mais je le montrerai tout à l'heure. Voilà, j'ai terminé pour ma part. Dank u wel, Valérie. Merci beaucoup, Valérie. Maintenant, je passe la parole. We zijn bezig. Moet kiezen, moet je recht staan. Ik denk dat je kan, dat er een pointer is. Daar is er een pointer. Ja. Oui. Si c'est possible. Is er een pointer? Of mag ik daar aan de kant gaan staan met mijn eigen presentatie? Dat kan zeker. Is er een wissel waar ik... Daar is er een micro. Mag ik die? On pourra avoir les présentations avec une numéro de présentation hebben. Van Valérie? Ja, Ja, van geen probleem. Ja. Van iedereen.
Goedemiddag allemaal. Bonjour tout le monde, je m'appelle Maud de la ville de Malines. Aujourd'hui, je vais vous présenter la rénovation du quartier Neckerspoel. Au cours des dernières années, on a effectué quelques rénovations, y compris de la place Esdoren, où il y avait une offre pour un quartier où tous les bâtiments avaient les mêmes ou ont les mêmes caractéristiques. Il y a aussi un autre projet, Arsenal, où avec une équipe multidisciplinaire, on a commencé les travaux. Le projet est toujours en cours. Et maintenant, il y a la rénovation du quartier Neckerspoel, un quartier très divers, des bâtiments enfermés dans une zone urbaine. Voilà donc le territoire du projet. Très caractéristique, il s'agit des maisons dans une zone non uniforme. La nécessité de rénover est très élevée. Tous les bâtiments datent du XXe siècle. En fait, on parle d'un quartier de gare. Il ne s'agit pas uniquement de la zone Neckerspoel, mais de 3 grands bâtiments pour donc renouveler cette partie de la ville. Et dans le but donc de tester le projet, si ça fonctionne, on pourrait éventuellement par après agrandir l'échelle. Très important à vous mentionner aussi les gens, les riverains. Une grande partie quand même font partie de la classe plus basse au niveau des revenus. Nous avons développé un voyage client où tout le trajet de A à Z sera parcouru. Les participants, qui veulent donc parcourir toute la trajectoire. Nous sommes partis depuis l'offre de la ville de Malines. Je ne sais pas si vous connaissez cette offre, mais par exemple, il s'agit des avis sur mesure par rapport à des rénovations. Il y a des primes de reconstruction, de rénovation, des informations peuvent être données. Et on veut évidemment convaincre le plus de gens possible. Et pour cela, nous avons donc cherché un contractant du quartier qui fait 3 travaux différents. Sur le toit, nouveaux fenêtres, entre autres. Et pour cela, nous allons régler toutes les licences en fait pour chaque riverain. Dans le back-office, ça veut dire qu'on a une étroite collaboration avec tous les partenaires externes, mais aussi à l'interne. Notre service construction, CPAS de Malines par exemple. Il s'agit d'une très bonne collaboration pour rendre les choses le plus efficaces possible. Maintenant, les 7 étapes de la rénovation que je vais vous exposer. Donc, on est parti du principe d'une communication très large afin de créer une sorte de goulot d'étranglement, afin d'avoir le plus d'exécution de rénovation possible. On a démarré avec des images infrarouges pour que les riverains voient où la perte d'énergie se situe dans leur bâtiment. Et afin de le clarifier au mieux aux citoyens riverains, on s'est focalisé sur 3 niveaux. Le niveau de la maison, de la rue et du quartier. Au niveau de la maison, on a distribué des lettres, des affiches. On s'est adressé aux gens, aux riverains. On est vraiment allé de porte à porte dans le quartier. On a demandé aux gens s'ils comprenaient bien ce qu'on leur offrait, s'ils étaient bien intéressés d'examiner, consulter les résultats. Et il y avait déjà un peu plus de connexion avec les quartiers. Au niveau de la rue, alors, à chaque coin, on a placé des banners
Comme ça, tout le monde peut rentrer en contact avec l'offre et au fur et à mesure, voilà, tout le monde commence à connaître le projet. Au niveau du quartier, on a vraiment placé un point qui attire l'attention, un eye-catcher, si vous voulez. Un grand banner de publicité, la grandeur d'une façade et aussi un guichet et mobile plutôt dans les quartiers. Nous avons aussi une session d'information plutôt pour les locataires. Avec cette stratégie de rénovation, nous avons quand même pu atteindre 25% du quartier. Et après la stratégie de communication, il y a donc eu une augmentation de 10% à 25%. Très important à vous raconter également. Les résultats, consulter les résultats lors de notre marché de rénovation était donc possible. Chaque étape pouvait être consultée visité également par les riverains. Les riverains pouvaient aussi obtenir plus d'informations par rapport à la rénovation. Ensuite, marché de rénovation. Donc, j'ai parlé des 25% tout à l'heure. Après, on pouvait décider de passer à la deuxième étape. Sur base volontaire, il n'y avait toujours pas d'obligation de rénover. Mais on donnait donc des avis sur mesure, à maison, je vais dire. Une offre que la plupart de vous connaissent, je pense. Donc initialement, on est parti du principe de 25%, mais pensez à nouveau au goulot d'étranglement. Donc après l'avis de rénovation, il y a donc eu 25% de personnes qui se sont inscrites. Après, il fallait leur clarifier. Avez-vous de l'intérêt? Et pourquoi est-il tellement important d'entrer déjà dans la troisième étape? Je pense ici les travaux sur les toitures, les fenêtres. Et fait pour cela, il y avait un seul contractant, une seule entreprise qui faisait la suivi de tous les travaux et qui effectuait donc les travaux avec son équipe. La sélection de ce sous-traitant s'est faite par le biais d'un appel d'offres et une réduction groupe est prévue sur différents niveaux en fonction du nombre d'inscriptions, mais aussi en nombre de mètres carrés installés. Et on pouvait donc également promettre de la qualité au niveau de l'utilisation des matériaux vis-à-vis des riverains et que l'on travaille avec des matériaux très durables. Pendant la troisième étape, on a élaboré les offres sur base volontaire et gratuit. En tant que ville, on veut évidemment pas perdre le contact avec le client. Donc on a invité tout le monde lors de à notre guichet de rénovation mobile. Les offres ont été discutées, ont été parcourues, on a expliqué tous les détails qui ont été mis dedans. Et ce que nous, en fait, en tant que position neutrale vis-à-vis des riverains, nous avons donc à nouveau parcouru tous les détails, demander si les personnes ont bien compris tous les détails, afin que tout soit bien clair. Et comme ça, l'offre s'est clarifiée en fait automatiquement. Après, quatrième étape, les riverains pouvaient aussi parler de leur situation financière. On offrait par exemple des rénovations, mais le nombre de primes et l'auteur des montants des primes était aussi calculé. Comme ça, l'image financière était tout à fait complète et claire. Cinquième étape, dans la ville de Malines, des travaux collectifs, des licences sont nécessaires. Dans la ville de Malines, à l'école supérieure Thomas More à Malines, il fallait donc créer le dossier, la licence ou le permis plutôt pour l'environnement a été octroyé. On a donc déposé le dossier et il y avait aussi une possibilité d'une réduction de groupe, excusez-moi. Et puis, étape 6. En janvier, on a commencé. Maintenant, nous sommes dans la 6e étape avec tous les participants. Donc, après le congé de construction, on va démarrer les travaux. Et d'ici la fin de l'année, on espère, mais ça peut être reporté un petit peu à cause du mauvais temps, tous les travaux devraient être effectués.
afin que, après, toutes les primes peuvent être demandées ensemble avec les riverains. Maintenant, les résultats provisoires, on est dans la première vague. On a pu faire inscrire 18 unités de domicile pour le permis collectif. 25 permis, si je ne me trompe pas, vont participer. Et 5 autres, ou 8 autres plutôt, vont suivre une trajectoire individuelle avec un autre traitant. Donc ça fait en sorte qu'il y a 3 unités qui vont maintenant rénover les lieux. Il s'agit de plusieurs rénovations par bâtiment. Au total, 45 catégories seront effectuées. Et pour vous clarifier un peu plus les choses, 12 participants sont des célibataires. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils vivent sous le seuil de la précarité. Pour 3 participants, on a essayé d'établir une connexion avec le projet Mechelen Knapt Op. Là aussi, il y a encore des limites. Quand même, on se félicite que pour 3 participants, on a pu faire cette connexion. Et 5 participants vont recevoir un revenu de remplaçage. Voilà donc une meilleure image des personnes qu'on a pu atteindre et qu'on veut atteindre dans le futur. Dès qu'il y aura plus d'exécution, je suppose que plus personnes vont s'inscrire. Je vous remercie. Dank u wel, Maud. Merci beaucoup, Maud. Maintenant, je cède la parole à Bruxelles, où Aurélie de Brulocalis va donner une présentation et après, Mayra va vous expliquer le projet. Bonjour à toutes et à tous. Donc ici, en fait, de notre côté, chez Brulocalis, on n'a pas mis en place un projet de rénovation collective. On est plutôt là pour accompagner les communes pour qu'elles-mêmes développent des projets de rénovation collective en région de Bruxelles-Capitale. Donc, petit rappel pour le contexte bruxellois. Donc, le bâti bruxellois génère plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre de la région, et donc on sait que c'est là-dessus qu'il faut travailler. Il y a notamment la stratégie Rénolution, donc de rénovation énergétique du bâti qui est en place depuis quelques années. Il y a 27% des ménages bruxellois qui sont en situation de précarité et un tiers des bâtiments bruxellois qui ne sont pas du tout isolés. Et donc l'objectif, c'est vraiment de ne laisser personne derrière, comme on disait en introduction, et de vraiment prendre tout le monde en fait dans ce système de rénovation. Il y a près de 60% des habitants en fait qui sont locataires, et donc forcément c'est plus difficile d'agir quand ce sont des locataires qui sont dans les logements. Et voilà, donc l'approche collective en fait elle est reprise dans le plan air, climat, énergie de la région. Et il y a vraiment une volonté du gouvernement de faire de la rénovation collective et que celle-ci passe en fait par des initiatives communales. Et à Bruxelles, on répertorie déjà plusieurs projets, dont le projet de la cité-jardin La Roue à Anderlecht, une autre cité-jardin, donc le logis Floréal à Watermal-Boisfort, et le projet Rega, donc de rénovation groupe accompagné, qui sera présenté juste après par Mayra. Donc, nous, à Brulocalis, l'année dernière, on a mis en place un GT de rénovation collective. Donc, le but était de rassembler, en fait, les 19 communes, qu'il y ait, en fait, à chaque fois un représentant administratif et politique pour participer à nos réunions. Et donc, depuis l'année dernière, on s'est déjà rencontré plusieurs fois avec les communes pour, en fait, se focaliser sur divers points, notamment le constat, donc analyser les freins, les leviers, les parties prenantes, etc. de la rénovation collective, les pistes de solutions au potentiel, et les axes de travail nécessaires à la mise en œuvre de ces solutions qu'on a pu et qu'on est en train encore d'analyser, que ce soit le cadre légal en fait, qui est encore assez flou et inexistant pour le collectif, tout ce qui est financier et toutes les ressources humaines que ça demande. Et donc aussi, donc, notre GT en fait, s'intègre donc, dans l'Alliance Rénolution, qui fait partie du groupe de travail sur la revitalisation urbaine. Et donc, le constat de l'approche collective,
Donc l'objectif initial, c'est vraiment d'augmenter le taux et le rythme des rénovations en région Bruxelles-Capitale. Et jusqu'à présent, sur base des discussions qu'on a eues avec les communes et autres acteurs de la rénovation, plus des cas empiriques, on a identifié plusieurs bénéfices, dont la mutualisation des travaux et la circularité des matériaux en surplus. Donc le fait de le faire ensemble, voilà, il y a des matériaux qui seront en surplus chez un, qui pourront partir chez d'autres. Et donc c'est intéressant. L'accompagnement technique et administratif, la simplification des démarches administratives, qui est encore un gros frein actuellement à la rénovation, que ce soit collectif ou individuel. La revalorisation du quartier et la cohérence urbanistique. Le potentiel de partage d'énergie. Donc une fois qu'il y a des collectifs ou autres qui prennent en charge de la rénovation collective, ou même les communes, elles peuvent ensuite décider de faire des partages d'énergie. Et là, je l'ai surligné, donc le sentiment de confiance et allègement de la charge mentale, parce que c'est un gros point qui est ressorti des discussions et des cas pratiques. C'est que voilà, c'est difficile de se lancer dans une rénovation, on peut se sentir perdu, et le fait d'être ensemble, ben voilà, c'est vraiment un soulagement de la charge mentale. Par contre, il y a évidemment des contraintes, dont l'homogénéité des besoins de rénovation, et le fait qu'il faut que tous les propriétaires en fait, soient prêts à faire les rénovations en même temps. Et c'est toujours un peu compliqué du coup pour des personnes de manière individuelle de se dire on va le faire ensemble, on va trouver le temps de le faire ensemble, il faut qu'on ait l'argent en même temps. Donc voilà, ça c'est vraiment un peu compliqué. Et donc voilà, on ne voudrait pas qu'il y ait des personnes qui soient laissées de côté parce qu'elles n'ont pas les moyens à un moment X ou pas le temps. Et donc ça peut être aussi l'occasion de se dire, même si les personnes ne se lancent pas à ce moment-là, elles peuvent prendre connaissance de l'expérience, participer pour savoir ensuite, elles, se lancer dans une rénovation. Et donc, il n'y a pas une seule façon de faire de la rénovation collective. On a pu l'entendre au travers des divers projets. Mais donc, nous, notre volonté, c'est vraiment que les communes soient moteurs en fait, de la rénovation, que ce soit en s'impliquant dans tout le processus de A à Z, ou en étant juste en accompagnement, donc sans entrer dans le processus d'exécution des travaux. Et donc là, on est plus dans de la sensibilisation et de la communication, voire de la mobilisation des citoyens. Et donc voilà, comme je disais, ça peut être un projet pilote initié par une commune. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que si une commune se lance dans la rénovation, ça peut être réplicable d'une commune à l'autre. Et on peut espérer que la rénovation collective devienne standardisée d'ici quelques années. Donc qu'il y ait une révision et une inclusion de rénovation énergétique dans les contrats de quartier durable. Donc à Bruxelles, il y a plusieurs séries de contrats de quartier durable. Et donc pourquoi pas inclure la rénovation énergétique dans ces contrats de quartier. Qu'il y ait des programmes régionaux ou européens en fait, où les communes sont subsidiées pour mettre en place des rénovations collectives. Et donc là, l'idée serait que le subside permette à la commune d'identifier des rues, des quartiers ou d'autres périmètres qui pourraient faire l'objet de rénovations par quartier ou collective, ou bien des initiatives émanant des habitants d'un quartier ou de grands ensembles pouvant être accompagnés par la commune. Et donc nous, à notre niveau, les constats de notre groupe de travail intercommunal, on a identifié des avantages et des inconvénients. Donc ce n'est pas une liste exhaustive, mais c'est ce qui est ressorti principalement. Donc les avantages, ici, les mécanismes de soutien financier, parce qu'il y a quand même beaucoup de demandes de primes qui sont faites, même si on sait que la plupart des primes sont faites dans le sud-ouest de Bruxelles, parce qu'il y a plus de demandes, mais les demandes financièrement plus importantes sont quand même faites dans le croissant pauvre. Un accompagnement multidimensionnel, donc le fait qu'il y ait justement plusieurs intervenants, de la coordination, ça c'est aussi un avantage. Un gain de confort, économique et de confort, forcément quand on fait des rénovations pour les locataires, les propriétaires, c'est un gain de confort et un gain économique sur les factures. Le fait qu'il y ait une mise en commun et de coordination, donc de nouveau ça c'est l'idée de la réduction de la charge mentale et de pouvoir le faire ensemble parce que certains ont des capacités que d'autres n'ont pas et donc le faire ensemble ça permet justement que toutes les capacités soient un peu regroupées. Et le regroupement des demandes qui permet éventuellement d'avoir des bénéfices financiers, que ce soit en introduisant une demande groupée dans une banque ou autre, donc ça c'est encore à analyser. Et par contre au niveau des inconvénients, le taux de retour sur investissement, on sait que c'est quand même intéressant après quelques années, mais bon voilà, il faut pouvoir les financer, surtout qu'il n'y a pas de préfinancement des primes.
Donc ça c'est aussi un frein à la rénovation, c'est que même s'il y a des primes, voilà, il faut quand même les financer et elles sont seulement retouchées après. Le pourcentage de locataires, étant donné qu'en région bruxelloise il y a énormément de locataires. Les incitants à la collectivité, parce qu'actuellement en région Bruxelles-Capitale il n'y a aucune prime ou autre à la collectivité. Le suivi professionnel, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer en fait dans des rénovations sans passer par des architectes ou quelqu'un qui suit la rénovation, parce qu'il y a beaucoup qui veulent le faire en main-d'œuvre personnelle. Et la mobilisation, parce que vraiment mobiliser des acteurs et faire en sorte de les maintenir mobilisés, c'est très compliqué. Et ça, c'est vraiment... voilà, dans tous les projets, on s'en rend compte. Et donc les freins à la mise en œuvre, c'est notamment aussi tout ce qui est démarches administratives, les délais de traitement, le patrimoine et les ressources, parce qu'effectivement, à Bruxelles, il y a un enjeu patrimonial qui est très important. On ne peut pas faire n'importe quoi avec les rénovations. Et donc, il y a un peu cette dualité entre rénovation énergétique et conservation du patrimoine qui est encore en discussion. Et donc, au niveau des étapes de la rénovation collective portée par une commune, on avait identifié ces étapes-ci. Et donc, il y a le avant, pendant et après travaux. Donc, je ne vais pas tout détailler, mais en gros, le avant, ce serait que la commune, en fait, définisse vraiment des lignes directrices pour savoir ce qui est possible ou non de faire dans un quartier, éventuellement faire de la thermographie au niveau régional, qu'il y ait des campagnes de communication qui soient portées soit par les communes, soit au niveau régional pour que ce soit vraiment sur l'ensemble du territoire. Identifier les travaux à réaliser et les démarches administratives, et qu'en fait, il y ait vraiment un canevas qui soit préétabli et qui puisse être appliqué à diverses rénovations. Et d'ailleurs, au niveau de Urban, il y a une étude qui est actuellement faite pour identifier les différentes typologies de bâtiments en région Bruxelles-Capitale, et donc ce qui pourra vraiment aider en fait à mutualiser la rénovation. Et donc pendant la rénovation, ben voilà, c'est mutualiser la mise en œuvre et coordonner l'intervention, tout en essayant de garder les participants mobilisés. Et l'après, bon, c'est la fin, ce qui évidemment n'a pas encore été beaucoup testé parce qu'on n'y est pas encore, mais c'est tout ce qui est donc continuer à accompagner les occupants pour être sûr qu'il n'y ait pas de mauvaise gestion du bâti ou autre. Continuer à faire du monitoring pour voir vraiment quels sont les bénéfices des projets et comment on pourrait les réadapter d'un projet à l'autre. Et après, évidemment, communiquer sur le succès du projet pour espérer que ça se réplique dans diverses communes. Et donc, en conclusion, quelques recommandations. Donc, c'est vraiment en fait il y a un besoin, il y a une demande de la part des communes et même d'autres acteurs qui est des conseillers spécialisés en rénovation collective, parce que ça reste encore quelque chose d'assez flou et peu connu comme procédé. Et donc nous, à notre niveau, avec la région, on est en train de définir en fait un profil de facilitateur. Et donc ça pourrait être des coachs de rénovation collective qui seraient déployés au niveau régional ou communal, c'est en discussion. Et donc vraiment le besoin de définition d'un cadre légal. Donc comme je le disais, c'est pas encore du tout clair de comment on peut procéder, que ce soit au niveau des permis groupés, de qu'est-ce qu'on priorise par rapport au patrimoine ou à la rénovation énergétique. Et donc ça doit encore être vraiment défini. La création d'outils à destination des communes. Donc l'objectif qui est une boîte à outils qui puisse être partagée pour pouvoir être appliquée plus facilement, notamment via les coachs en rénovation collective. La définition des lignes directrices. Les subsides aux pouvoirs locaux, donc continuer en fait à subsidier les pouvoirs locaux pour qu'ils rénovent leur bâti communal, et pourquoi pas du coup faire de la rénovation collective mixte privée, donc privé-public, où en fait on choisit des périmètres où il y a des bâtiments publics qui sont présents, et intégrer du coup le privé dans la rénovation pour que ça s'étende. Et donc développer un système de prime à la collectivité, et pour tout ce qui est mobilisation et accompagnement, s'appuyer en fait sur des collectifs déjà existants pour que ce soit plus facile et que la mobilisation perdure dans le temps. Voilà, merci. Je laisse la parole à vous. Bonjour. Donc, moi, je vais vous présenter le projet de rénovation groupée et accompagnée qu'on a démarré chez Habitat et Rénovation. Peut-être juste pour présenter rapidement l'association. Donc, on est une ASBL
qui œuvre pour des villes durables et solidaires, par le développement de logements décents et abordables, et par les questions de ressources du territoire. Donc, le volet logement décent et abordable, c'est tout ce qui est socialisation des logements, l'amélioration de l'usage et la qualité des logements, et l'accompagnement dans les parcours d'insertion par le logement. Donc, moi, je fais partie du pôle logement dans tout ce qui est amélioration, usage et la qualité des logements. Et sachant que socialiser des logements, on le fait dans la SBL via notre agence immobilière sociale. Alors, l'agence immobilière sociale, elle est active sur toute la région de Bruxelles. Notre service de conseil en rénovation dans la SBL est sur Ixelles et Etterbeek. Alors, via notre travail de conseiller en rénovation et avec le parc AIS, on a fait plusieurs constats, notamment que les factures d'énergie des occupants explosaient, comme on a pu le voir, qu'il y avait un besoin similaire en termes de rénovation énergétique. En fait, dans le conseil en rénovation, les gens viennent nous voir très souvent pour le même type de travaux et que les freins sont souvent les mêmes, ils sont financiers et administratifs, puisque ça peut vite être complexe et très coûteux de rénover. Et donc, on a profité de l'appel à projet Renolab ID de Bruxelles Environnement pour proposer un projet qui vise à lever les freins à la rénovation des immeubles de notre parc AIS. L'idée étant de travailler sur tout ce qui est location, puisqu'on sait qu'à Bruxelles, il y a quand même 60% de logements en location. Et donc, ce projet propose de créer et tester des outils nécessaires au groupement de logements, donc pour voir quels immeubles auraient les mêmes besoins en termes de rénovation, induire un gain d'échelle financier, on l'espère, à différents niveaux, faciliter l'ensemble des démarches par un appui conseil privilégié. Voilà. Et puis le reste, c'était un petit peu ce par quoi on est passé pour faire tout ça. La région, donc on a fait viser un peu plus haut, et puis la région nous a demandé, comme c'est un projet de test, de pouvoir le tester sur minimum 3 immeubles et minimum 6 logements pour avoir cet aspect de rénovation groupée. Oui, donc quelque part l'avantage qu'on a par rapport à l'agence immobilière sociale, c'est qu'on est un même gestionnaire pour environ 100, à l'époque, enfin en janvier 2023, pour 180 logements. Et donc, c'est de là aussi qu'est partie la proposition de de travailler en AMO, donc en assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'ensemble des propriétaires. Un des gros enjeux, c'est que comme c'est les logements de l'AIS, le loyer est cadré. Ça veut dire que même si les propriétaires font les travaux, ils doivent payer les travaux, mais ils ne pourront pas augmenter les loyers par après. Voilà. Alors, le planning des actions s'est fait en 4 étapes. Donc d'abord, la définition du projet. Je disais, il y avait 180 logements dans le parc au début de 2023. Donc c'est un projet sur 3 ans, 2023 jusqu'à fin 2025. On a commencé par un screening de tous les logements. Donc là, on a dû mettre en place et fabriquer des outils puisque toute seule, je ne pouvais pas visiter les 180 logements. Et donc, ça a été fait à l'aide des gestionnaires locatifs de l'AIS, qui sont donc gestionnaires locatifs qui n'ont pas spécialement les connaissances ou l'œil pour tout ce qui est technique dans les immeubles. Et donc, on a créé un outil pour qu'eux puissent facilement repérer dans les logements les travaux nécessaires. Donc ça s'est fait forcément surtout les 6 premiers mois. Il y a eu la communication. On a communiqué auprès de tous les propriétaires de l'AIS, de toute façon pour faire pour communiquer déjà sur Rénolution et tous les impératifs qui allaient venir et toute l'importance de la rénovation, et puis pour leur expliquer le projet et voir ceux qui seraient intéressés. Sachant que dans le projet, on a enlevé tout ce qui était copropriété, puisque les décisions pour les travaux en copropriété prennent en général pas mal plus de temps et qu'on est quand même limité sur 3 ans pour aller jusqu'à la réalisation des travaux. Donc voilà, ça c'était la communication générale, puis on a fait une communication spécifique auprès des immeubles que nous, on a repérés comme pouvant rentrer dans le projet. J'y reviendrai un petit peu après. L'implémentation, donc
où on est en plein dedans, donc qui est le développement du processus de rénovation collective avec tout un tas d'outils qu'on a mis en place, à la fois pour la communication, pour convaincre les propriétaires de faire les travaux, et l'évaluation qui se fait de manière continue pendant tout le projet, mais où on devra capitaliser l'expérience en fin de projet. Et l'objectif de la région, c'est de voir si c'est un service régional qui pourrait être mis en place sur la rénovation groupée. Alors, par rapport à l'implémentation, enfin, c'est de ça que je vais surtout parler, on a décidé de le faire en 3 phases. Une phase d'études approfondies, la phase de permis d'urbanisme et les travaux, et puis la phase des primes, des demandes de primes. Alors, pour les études, on a décidé de travailler en beau team, donc qu'on appelle le groupe de partenaires, pour pouvoir avoir des études vraiment approfondies. On a fait appel à un certificateur qui fait de l'optimisation PEB, à un architecte, puisqu'on a certains travaux plus importants que ce qui touche à l'énergie, et un entrepreneur pour tout ce qui est la question des coûts. Alors c'est un subside qui est donné par Bruxelles Environnement, et donc qui concerne surtout les travaux énergétiques, mais voilà, à savoir que pour nous, s'il y a des travaux qui touchent à la sécurité ou à la salubrité, ce sera toujours prioritaire, et voilà, si le budget est limité, ce seront toujours ces travaux-là qui vont passer en premier, évidemment. Donc on a fait, alors quand on a communiqué, on a 9 propriétaires pour un total de 25 logements qui nous sont revenus, pour qui on a fait des estimations de coûts des travaux, pour tous les travaux que nous on avait estimés. Donc ça a été un gros travail déjà. Ensuite, il y a 7 propriétaires qui nous ont dit être vraiment intéressés d'avoir une étude approfondie avec l'optimisation des travaux, les certificateurs, etc. Et donc, on a travaillé avec tout ce beau team, tout ce groupe de partenaires pour faire ce travail-là. On a aussi regardé si géographiquement, il y aurait un intérêt de pouvoir rassembler les chantiers. Mais comme Ophélie le disait, finalement, surtout les propriétaires, il faut quand même que ce soit des gens qui soient prêts en même temps, donc qui aient l'argent pour pouvoir financer les travaux, qui soient prêts à passer à l'action. Et donc, on voit en fait finalement les 7 immeubles qu'on a mis à l'étude sont vraiment répartis sur 6 communes différentes, je pense, 5 ou 6 communes. Le gros avantage pour l'équipe des partenaires, du retour qu'ils nous ont fait, c'est que ce qui leur prend beaucoup de temps et ce qui a permis de rationaliser le temps et mutualiser, c'est le contact avec à la fois les propriétaires et les locataires, puisque c'est nous, en fait, Habitat et Rénovation, qui avons pris ce rôle-là. Donc pour faire gagner du temps à tout le monde, les études se sont faites en parallèle. Et l'objectif est de travailler un petit peu avec les mêmes matériaux sur l'ensemble des projets pour voir les économies d'échelle qu'on pourrait faire. Pour donner un petit peu une idée, l'entrepreneur nous a dit que selon qui est entre 4 ou 7 projets, il pourrait avoir entre 5 et 10% d'économies d'échelle sur le coût des travaux. Et donc là, on voit c'est les 7 immeubles qui ont été à l'étude et un petit peu le type de travaux. Et donc on voit que finalement c'est l'isolation des façades, du plafond des caves principalement qui va être fait. La ventilation est toujours présente puisque ça rentre aussi dans les questions de PEB. Voilà, et là c'est un petit peu les résultats obtenus. Donc aujourd'hui on est en train de recevoir les dernières offres. Donc avec l'entrepreneur, on fait vraiment un travail, il nous a remis des offres, on est en train de les affiner, on fait des détails techniques pour voir comment faciliter, si on peut utiliser les mêmes détails techniques sur les différents immeubles. Donc on va quand même très loin dans l'étude. Et donc les résultats obtenus, c'est la sensibilisation de tous nos propriétaires sur les questions de rénovation et de rénolution. L'évaluation de notre parc AIS, puisque ça c'est aussi un gros travail à faire, où on en est. Les économies d'échelle, l'effet de groupe. Clairement, on a des propriétaires
parce qu'on a fait une réunion avec tous les propriétaires intéressés. Ils étaient très très contents de se rencontrer, de se voir, de voir qu'ils allaient partir ensemble dans un projet. Et les résultats envisagés, c'est la rénovation effective du parc de la IES. C'est de ne pas perdre de logements à caractère social, puisqu'avec Rénolution, ce qu'on craint un petit peu, c'est que beaucoup de propriétaires choisissent de vendre leurs immeubles plutôt que de le rénover. C'est un accompagnement et un accompagnement à l'usage a posteriori, parce que même quand le projet sera fini, notre service de conseil en rénovation sera toujours là. Et donc l'idée, c'est après d'accompagner aussi les locataires par rapport à l'usage et voilà, la massification des travaux. Il y avait une chose importante, j'ai oublié, ça me reviendra. Voilà. Après, c'est un petit peu les chiffres que j'ai déjà donnés précédemment. Et voilà, c'est tout. Oké, dank u wel voor toelichten van deze... Merci de vos explications. Merci d'avoir présenté ces magnifiques projets et leurs résultats. Je résume ce que vous m'avez raconté. La collaboration est clé et faire en sorte que les citoyens n'aient plus de soucis, assurer une bonne communication pour arriver à ce taux de rénovation. Voilà l'objectif et aussi les résultats. Il est également important d'inclure tout le monde. C'est important pour passer le test la pauvreté. Charlotte Renaud-Pré de l'équipe populaire et Dirk Masquier de SAMU du Brabant flamand vous présenteront ce deuxième volet. Essayez de tout analyser. Quelles sont les pierres d'achoppement, les opportunités, les défis, qu'est-ce qui est possible. Donc voilà, ils feront une tentative. Voilà, ça marche? Ok. Bonjour. Bon, tout analyser, je ne sais pas si on va pouvoir... Enfin, moi, en tout cas, je n'ai pas la prétention d'être une technicienne pour pouvoir vraiment tout analyser des projets. Mais donc, pour situer un peu le point de vue, les équipes populaires sont un mouvement reconnu en éducation permanente qui est présent donc à Bruxelles et en Wallonie. On travaille principalement avec un public précarisé, issu du milieu populaire, mais pas que, dans des visées de justice sociale, justice climatique, justice environnementale, justice migratoire, etc. Et ça fait 2-3 ans qu'on travaille beaucoup avec notre public le concept d'écologie populaire et qu'on essaie de voir un peu ce que ça signifie sur les thématiques de travail, dont le logement. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on s'est vraiment intéressé à toutes les questions de rénovation énergétique des bâtiments et de comment en faire une opportunité pour que les gens soient logés dignement, en fait. Et pour que ce soit un moyen et pas une fin en soi. Et donc ça, c'est un peu la remarque générale en fait, que j'ai envie de faire pour les projets ici présentés de rénovation quartier par quartier. C'est clair qu'ils permettent de lever énormément de freins dans l'accessibilité aux primes. Ça facilite clairement toutes ces démarches qui sont hyper compliquées, qui coûtent de l'argent. Ça permet d'être certainement beaucoup plus rapide quand on prend en quartier ensemble. Maintenant, nous, on a une grande préoccupation. Et il y a un énorme angle mort, en fait, je pense, dans les questions de rénovation quartier par quartier, et qui n'a pas du tout été abordé, en fait, ici. C'est la question de l'accessibilité financière pour la suite. Donc, je pense qu'il n'y a pas que
rendre accessibles les primes et rendre effective la rénovation, il faut aussi s'assurer que le parc de logements reste accessible financièrement aux plus précaires. Si aujourd'hui, l'essentiel des couches précarisées vivent dans des logements mal isolés avec des faibles PEB, ce n'est pas par plaisir, c'est parce que c'est les seuls logements qui sont accessibles financièrement. Si demain, il n'y a plus ces logements-là et qu'il n'y a aucune mesure qui est pensée pour encadrer les loyers, pour encadrer le foncier, ces logements ne seront plus accessibles pour les gens qui ont des faibles revenus. Et donc, pour le projet AIS, par exemple, la question des loyers ne se pose pas parce qu'il y a la grille AIS. Maintenant, il y a quand même la question de quel contrat vous avez passé avec les propriétaires pour s'assurer qu'ils restent en AIS et qu'ils ne se disent pas « Ah, mon logement a été rénové, j'ai bénéficié de toute l'aide, maintenant, voilà, je vais le remettre sur le marché privé ». Donc, est-ce qu'il y a une idée de se dire on passe en contrat, en fait, en deal avec les propriétaires, vous devez rester 10 ans, 20 ans, 30 ans dans l'AIS et pas repartir après sur le marché privé. Et je trouve que c'est une question d'autant plus importante à se poser pour la rénovation quartier par quartier parce que les dynamiques de gentrification peuvent aller encore plus rapidement quand il s'agit d'un quartier en entier. Et ça pourrait même éventuellement être instrumentalisé en fait par des politiques communales pour favoriser un changement de population. C'est-à-dire qu'on sait que les communes ont des problèmes financiers et qu'une manière d'être financée, c'est l'impôt sur les revenus. Donc ça les intéresse évidemment d'avoir des gens avec un meilleur revenu sur leur territoire. Et on voit en tout cas à Bruxelles que toutes les dynamiques de contrats de quartier ont favorisé un changement de population au détriment des plus précaires. Et donc, il ne s'agirait pas de se tromper d'objectif. Et donc, pour moi, l'objectif, il doit bien rester de rendre accessible le logement décent pour toutes et tous, et la rénovation est un moyen pour ça. Et si on prend comme seul indicateur, en fait, le taux de réussite de rénovation, je crois qu'on risque de se tromper sur les enjeux sociaux. Parce que, voilà, en fait, les propriétaires qui ont bénéficié des primes pourront soit dans 10 ans revendre leur logement et comme le patrimoine aurait été amélioré, ils augmenteront le prix du foncier et donc mécaniquement les plus précaires ne pourront pas l'acheter. Soit ils vont le mettre en location et le loyer va augmenter et donc ce ne sera pas les mêmes populations qui vont en bénéficier. Donc je crois que c'est vraiment un élément important à avoir en tête. Et voilà. Bon, dans le projet REGA, vous en parlez, mais de prendre en compte les questions de critères de salubrité et de sécurité et pas uniquement d'isolation. Parce qu'en fait, les gens qui sont dans des logements insalubres, c'est vraiment ça l'enjeu, je pense, c'est de d'abord rendre ces logements-là salubres et sécuritaires avant de penser l'isolation des logements. Voilà, c'est vraiment pour la remarque générale et l'angle mort qui, nous, aux équipes populaires, nous inquiète vraiment fort. Et alors, un petit détail sur la question de l'accessibilité. Je crois que c'est à Mechelen, vous avez fait du porte-à-porte, ça c'est super. C'est ça. Hein. Et voilà, il y a l'enjeu de la numérisation en fait, et de la fracture numérique. Les sites internet, en fait, il y a plein de gens qui n'y connaissent rien. Moi, j'ai donné des ateliers de lutte contre la fracture numérique. Il y en a plein qui ne savent même pas écrire en mail, qui ont du mal à retenir leur adresse mail. Et donc, voilà, il y a un enjeu quand même à aller dans l'espace public, quoi. Voilà, merci, désolée pour l'oiseau de mauvais augure, mais je pense que c'est aussi un peu, on nous a demandé, donc voilà. Très bien. J'aimerais aussi réagir de mon côté. Je vais esquisser un petit peu. Alors, en 2019... nous nous sommes installés dans un quartier ensemble pour bien connaître le contexte. Je vais uniquement me prononcer donc depuis ce contexte. C'est un quartier ouvrier à Vilvoorde, un quartier multiculturel dont la part du Léon, des riverains, est propriétaire son propre bâtiment
propre logement. Et la plupart des bâtiments datent du début du XXe siècle. Il s'est avéré qu'il y a beaucoup de problèmes structurels à ces bâtiments et à peu près 70% des propriétaires ne disposaient pas des ressources afin de pouvoir rénover. Pour nous, en fait, c'était le challenge. Qu'est-ce qu'il fallait faire? On s'est dit. Il fallait donc effectuer ces rénovations nécessaires. On savait que celles-ci s'approchaient. On a fait des expérimentations en 2019, à Louvain notamment. On est aussi un partenaire là-bas. Et à Gand, on a conclu un partenariat avec une ASBL. Et en même temps, on a donc effectué cette expérimentation pour voir quel était le problème, etc. Vilvoorde, il s'agit de concrètement 300 logements. On y a très bien réfléchi, de bien baliser le quartier parce qu'on parle d'un niveau d'échelle où c'est presque impossible d'établir un lien avec les riverains. Donc 2 accompagnateurs pour l'accompagnement technique, donc tout ce qui est technique, contact avec les traitants, et puis quelqu'un à temps partiel pour l'accompagnement sociétal, qui va donc soutenir les personnes, s'occuper du financement. Quelles sont les parties qui ne sont pas utilisables dans la maison et quelles en sont les solutions. Et tout cela, ensemble avec des experts, tout doit être uniforme et clair au niveau des rénovations. Par exemple, dans des bâtiments où il y a des problèmes avec massissure ou d'électricité. Et c'est pour ça qu'il faut impliquer ce genre d'expertise dans ces projets. 14 projets. Maintenant, en ce moment, sont en cours. 48 projets ou 48 propriétaires, riverains plutôt, sont sur la liste d'attente. Donc ça veut dire 100 des 300 bâtiments seront rénovés. C'est une attente à laquelle on n'a jamais anticipé au moment de notre démarrage. Voilà, donc le travail. Quelles sont les pierres d'achoppement? Entre-temps, on a publié un rapport sur ces 5 années d'expérimentation. Et voilà, on va proposer 5 ou quand même un nombre de leviers. Éventuellement aussi pour accélérer cela. Il faut encore rénover 200 bâtiments. 100 bâtiments, ça nous a pris... On y a mis plutôt quand même 5 ans. Donc la position de départ dans beaucoup d'autres quartiers où il y a une grande population beaucoup de gens qui sont dans la précarité, une ASBL n'est pas forcément où nous sommes venus vers les riverains pour expliquer une histoire. Ça ne vous coûtera rien. En fait. Donc d'abord, évidemment, il y a eu beaucoup de méfiance, mais après, il fallait que les gens se rendent compte que c'était nécessaire pour eux. Et même les gens qui qui avaient un peu plus d'argent étaient réticents de commencer. Donc il fallait limiter l'échelle, voir plus de gens possible. Passer de porte à porte, oui, effectivement, très nécessaire. On s'est rendu dans les quartiers, on y a installé un bâtiment, un projet, je vais dire. On a distribué énormément d'informations, tous les matériaux, tout le matériel disponible. On l'a fait traduire pour que tout le monde était au courant des contrats, etc. et pouvait consulter ces documents dans sa propre langue maternelle. Pour agrandir évidemment l'accessibilité. Très important, pendant plus d'1 an, on a investi de cette façon dans le projet. Et j'utilise consciemment le mot investir parce que si on travaille avec ce genre de projet, très rarement le gouvernement aura assez d'argent pour financer les projets. On le percipit trop comme un coût et non comme un investissement. Donc il faut en fait changer la façon de regarder tout ça. Aussi au niveau technique,
on veut que les gens comprennent des dossiers qui sont très souvent de nature très technique. Des gens, évidemment, qui n'ont pas de réserves et qui n'ont pas de 5 et 600 euros sur leur compte d'épargne et qui ont du mal à atteindre la fin du mois. Et quand même, on demande à ces gens de faire un investissement qui fluctue entre 80 et 120 000 euros. C'est à peu près le montant dont on a besoin pour pouvoir rénover les bâtiments. Et puis, évidemment, il y a des excès allant jusqu'à 200 000 euros de temps en temps. Les rénovations, selon nous, doivent aller plus loin que ce qu'on a vu aujourd'hui. Isolation, très importante. Isolation sur la toiture, dans les façades. L'idée... c'est donc de devenir victime ou que les gens qui investissent en fait deviennent des victimes de cette vague des rénovations, de ce besoin de rénovation. Et en fait maintenant la conséquence sera, s'ils n'investissent pas, qu'ils seront bloqués dans des bâtiments qui ne sont pas du tout efficaces au niveau d'énergie. Si on parle aujourd'hui de rénovation, on parle aussi au niveau des gains d'énergétique, la situation énergétique, quelles sont les possibilités par rapport à des réseaux de chaleur, par exemple, sur les dimensions de la chaleur et de la génération d'énergie. Et comment est-ce qu'on peut établir des liens entre des quartiers précaires et d'autres développements qui se font dans d'autres quartiers. Donc il faut prendre compte de tout cela au début du projet. Nous pensons également que la décarbonisation est en fait pas le meilleur paramètre. Ceci n'est pas le groupe qui est responsable pour les plus grandes émissions. Mais quand même... Alors, en fait, on cherche un autre instrument que le PEB et un autre instrument que les QuickScan qui sont ici. Et en fait, il faut aussi parler de la qualité de la vie. On prend compte de ça dans les trajectoires de rénovation. Qu'est-ce qu'il nous faut au niveau de la sécurité, de la décarbonisation? Oui, mais aussi qu'est-ce qu'il nous faut pour la qualité de vie? Et là, aujourd'hui, aucun gouvernement, il s'est quand même avéré qu'aucun gouvernement finance tout cela. Donc je pense que si on veut intégrer la perspective des classes plus basses, il faut donc prendre compte, tenir compte de tout ce cadre. Une étude très intéressante a été publiée en Australie. On a donc là établi un lien entre la température au sein du bâtiment et la santé des gens. Donc il s'est avéré que si on peut exercer un contrôle sur la température interne, la qualité de vie, la santé augmente énormément et non seulement un tout petit peu. Et je sais, voilà, si on peut réaliser cela pour les groupes les plus vulnérables, on peut afficher des gains gigantesques. Et donc ces co-bénéfices, si je puis le dire, sont donc nécessaires. Et il faut y investir. Le financement, de son côté, n'est pas bien. Même avec un financement provenant de la ville, qui s'adresse donc pour les rénovations façades, ou par exemple pour des techniques qui existent au niveau de la Flandre, ou par exemple des prêts peuvent être faits sans intérêt, sans taux d'intérêt du tout. Ça existe en Flandre. Il y a aussi des prêts reportés qui doivent être remboursés au moment que le bâtiment soit rénové plutôt. Donc en fait, ces systèmes ne communiquent pas du tout l'un à l'autre. L'un dossier, on ne peut pas le faire dans l'autre système. Donc, mes collaborateurs s'occupent beaucoup plus de la gestion de ce fardeau administratif.
on pense que là, un autre financement s'impose et est nécessaire. Un financement qui ne part non de ce qui est la capitale ou les propres fonds, les propres capitaux des gens, mais qui part des caractéristiques et les besoins du bâtiment. On a donné une première amorce dans notre rapport. On ne peut pas partir du principe des gens, non, il faut faire en sorte que les bâtiments soient en règle, en ordre. Et nous, en tant que gouvernement, ensemble avec les partenaires, on va faire en sorte que les bâtiments soient en ordre et que les techniques de financement le rendent possible. Ces possibilités existent. Et là, nous plaidoyons pour mettre terme à ce système de différents courants de subsides et de repenser à un autre système de financement. Les 4 premières personnes étaient cruciales. Dès qu'on les avait dans le quartier, on n'avait pas attendu qu'on en ait 15, 20, on a immédiatement démarré. On a eu des entretiens réguliers avec les familles qui étaient impliquées dans cette trajectoire, afin qu'il y ait une visibilité et que de la confiance commençait à s'établir. Et très rapidement, on avait des listes d'attente. Donc en fait, on avait donc des gens qui voulaient, on a les gens qui veulent rénover, mais le gouvernement n'a pas encore les ressources nécessaires. Donc il faut y avoir une solution. On ne peut pas faire attendre les gens. Si ces gens sont prêts, il faut qu'ils puissent commencer. Uniformisation est aussi un point sur notre ordre du jour. Et je rebondis la première histoire. Nous, on est convaincus que les maisons au niveau des quartiers datent très régulièrement, très souvent, de la même période. Donc, l'uniformisation est très importante. On n'y a pas encore réussi, mais il faut le faire quand même. Aussi au niveau des traitants, qui en ont tout un paquet au niveau des techniques de rénovation. Donc là, des gains peuvent être affichés pour avoir ce gain au niveau administratif. Une piste très intéressante pour continuer les travaux et pour voir comment on peut s'organiser au niveau du quartier. Qu'est-ce que j'ai encore ? Alors, qu'est-ce que j'avais retenu de l'histoire? Donc, les pistes qui se retrouvent sur la table, donc le financement ESCO, comme je viens de l'évoquer, quelques acteurs s'occupent de ce type de financement. Ça veut dire qu'ils vont s'occuper entièrement des soins, je vais dire. Watson est un des acteurs avec lesquels on est en contact. Ils reprennent le financement et demandent un certain rendement en échange. Donc, ils travaillent très régulièrement avec des écoles, des centres de soins, où les rénovations énergétiques où ils se chargent plutôt de la rénovation énergétique. Et le gain énergétique sera donc étalé sur une plus longue période. Après, ce sera remboursé. Évidemment, il faut qu'ils aient également un peu de bénéfices. Comment est-ce qu'on peut tirer ce genre d'acteurs dans le bain pour des bâtiments qui ne sont pas tant uniformisés? Parce qu'il est évidemment de pouvoir offrir un paquet total. Et puis le développement des panneaux solaires, des réseaux de chaleur, sont des projets sur lesquels on travaille. Ils sont nécessaires à lier à ces rénovations des bâtiments. C'est un peu, en 2 mots, notre histoire et du feedback qu'on a reçu. Merci beaucoup. Dirk et Charlotte. Voilà, il est temps d'entendre vos points de vue dans le public ou d'éventuelles réactions des projets. Je répète en quelques mots,
La rénovation doit être considérée comme un moyen et pas comme un but en soi. Il faut se focaliser sur l'accessibilité du logement. Il y a un déchargement financier, non, plutôt technique, mais il faut se focaliser sur un déchargement social et financier. Je suis curieux de découvrir vos réactions, avec le micro baladeur, évidemment. La seule question qui me reste comme expert du vécu, c'est d'où vient l'argent? Comment payer la rénovation? On peut avoir de magnifiques plans. Mais si on n'a que 500 € sur son compte d'épargne, comment le payer? C'est une magnifique idée pour rénover la maison, mais sans l'argent, c'est impossible. Et c'est ce que je pensais tout le temps. Vous parlez tout le temps de soutien, de primes, mais certaines personnes n'ont tout simplement pas d'argent. Et quelle est l'approche choisie? Votre projet, c'est le seul projet qui implique tout le monde, en fait. Oui, en effet, c'est tout à fait correct. Des réactions? Des propositions? Oui. En fait, il y a 3 pistes qu'on est en train d'explorer. La première piste concerne les systèmes existants qui doivent être simplifiés, facilités, pour que plus d'argent puisse en être utilisé. C'est évident. Il y a beaucoup d'argent privé, il y a aussi de l'intérêt pour faire une telle chose, vu qu'il y a des incitants économiques. Mais il faut en fond des garanties. La garantie, il y a un retour de l'investissement. Et c'est très compliqué. Nous avons eu des entretiens avec plusieurs instances publiques au niveau local, supralocal, aussi au niveau européen, pour créer un tel fonds pour que les acteurs privés se chargent du financement et savent qu'il y aura un retour de leur investissement. Il y a de l'argent, mais on ne l'utilise pas pour une telle chose aujourd'hui. Lorsque je considère un certain nombre de dossiers, et lorsqu'on combine une prime communale avec le prêt du Noodcoop Fonds en Flandre, comment est-ce qu'on l'utilise? D'abord, on fait les travaux maximaux avec un prêt des rénovations. Ainsi, ces 50 000 € deviennent facilement 80 000 €, mais il y a énormément de tracasseries administratives, il faut dépenser de l'argent pour le recevoir de nouveau de l'autre côté, donc j'espère que la Flandre va combiner les deux. Ainsi, pour certains projets, il est possible d'arriver à un budget de 80 000 €. Tout le monde ne peut pas y participer non plus. 80 000 € est investi, mais d'une façon ou d'une autre, il faut un remboursement. C'est l'avantage de ce système, c'est une tirelire qu'on peut utiliser qui ne menace pas la situation financière des personnes. Il n'y a pas de remboursement mensuel nécessaire. Leur situation financière augmente vu qu'il y a quelques gains au niveau énergétique, mais bon, le remboursement est uniquement nécessaire au moment où la maison est vendue. Donc, il existe une clé très compliquée pour ce remboursement, mais le budget limité de ces personnes n'est pas utilisé. On peut accorder des prêts à 0%, mais s'il faut payer 100 ou 200 € par mois et on n'a pas ce montant, ce n'est plus possible. Vous avez parlé d'un fonds de garantie. Est-ce possible de l'expliquer en détail? Un fonds de garantie, c'est une garantie offerte par le gouvernement, donc les moyens investis. Bon, si un projet échoue complètement, si un logement
ne peut pas réaliser un remboursement à terme, le gouvernement le fait. On le fait déjà dans un projet pilote autour de panneaux solaires. 50 maisons des acheteurs d'urgence ont été rénovées et par une autre association, nous avons installé des panneaux solaires. Il n'y a pas encore de solution collective, sinon je plaide pour une telle voie. Donc il y a un préfinancement par notre partenaire. Et au sein de ECOP, il y a un fonds de garantie. Qu'est-ce que cela implique? Leurs actionnaires ont épargné et si cela échoue dans un des 50 dossiers, l'argent peut être utilisé. C'est l'argent privé, d'accord. Voilà l'idée d'un fonds de garantie. Il y a un délai de remboursement et ainsi les personnes ont de l'énergie bon marché et il y a aussi une garantie. Avec la différence entre l'ancienne facture énergétique et la nouvelle, il est possible de repayer l'investissement. Donc, chaque propriétaire qui place des panneaux solaires le sait. Je place maintenant des panneaux dans 8 ans, tout est remboursé. Ce n'est pas le cas pour les personnes précaires. Et en cas d'échec, on peut utiliser cet argent du fonds de garantie. Avez-vous une réaction à la question de madame? Un tout petit délai. Oui, je voulais juste réagir. Donc, c'est avec une piste, c'est d'augmenter les primes et l'accessibilité aux primes. Maintenant, il y a peut-être une autre manière, un autre bout par lequel on peut prendre la question, c'est de diminuer les coûts. C'est-à-dire qu'un des problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui, je pense, par rapport à ce bulldozer de rénovation énergétique des bâtiments, c'est le marché privé de rénovation des entreprises de rénovation et d'isolation du bâtiment qui sont très fragmentées. C'est tout plein de petites boîtes, des indépendants, etc. Donc c'est ultra compliqué et c'est un marché qui est dérégulé. Et donc, ça veut dire que aussi, un autre des risques, c'est que les primes, le montant des primes soit en partie absorbé par une augmentation des coûts de rénovation. Et donc, une autre manière de voir les choses, ce serait de dire, en fait, on pourrait avoir une entreprise publique de construction, de rénovation des bâtiments. Ça permettrait, alors oui, c'est peut-être utopique, mais je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment face à ça, en fait. Cette question de, est-ce légitime de mettre autant d'argent public dans, à un moment donné, des boîtes privées, chez des propriétaires, multipropriétaires, bailleurs, qui n'en ont pas toujours besoin. Certains en ont besoin, pas tous. Donc, comment est-ce qu'on fait pour vraiment, effectivement, bien calibrer, en fait, vers qui va l'argent? Et donc, on est dans cette dynamique de socialisation des coûts, privatisation des bénéfices. Je simplifie très fort, mais c'est quand même un petit peu vers ça qu'on va. Et donc, oui, je pense que poser la question d'avoir une entreprise publique, ou dans tout cas, d'avoir plus de public là-dedans, ça permettrait de contrôler les coûts, de voir où va l'argent, et de réguler, à un moment donné, les prix. Sinon, on va être dans une dynamique inflationniste, quoi. Ok. Je vais répondre à quelques questions en fait, et quelques réflexions qui ont été faites. D'abord sur la digitalisation, nous on a un numéro 0800, un numéro vert que les gens peuvent appeler, ils reçoivent un courrier, ils peuvent appeler un numéro vert, on les aide, on réserve le diagnostic aussi pour eux. Aussi sur la Louvière, moi je dirais que la plupart des gens n'ont rien à payer. Donc, quand on regarde les montants des primes qui ont été mises en place par la région, par la ville, et pour le projet, la plupart des gens, les primes peuvent arriver jusqu'à 100%. La seule chose qu'il faut changer, c'est le préfinancement. Donc, juste, si on pouvait déjà arranger que le montant du prêt prenne compte des primes, et donc il y aurait en fait des mensualités de 0 à payer. Donc, ça c'est une chose. Deuxième chose, je pense que ce que je vois, moi, c'est que les process sont très compliqués et alors on met par-dessus des gens qui vont gérer la complexité. Mais ces gens coûtent de l'argent. Donc par exemple, on a pris toute la complexité chez nous. La complexité d'information, la complexité de gestion, la complexité d'adresser les petits entrepreneurs. Vous avez raison, c'est un secteur qui doit
se professionnaliser si on veut massifier la rénovation. Ce secteur n'est pas prêt, ce sont des petits entrepreneurs. Ils viennent pas, ils mettent 20 jours pour répondre. Là, on a un enjeu majeur. Donc, c'est la professionnalisation. Je ne sais pas si c'est la privatisation, je ne suis pas toujours sûre que la privatisation amène la professionnalisation, je ne suis pas certaine. Mais, donc ça, c'est un grand débat, public-privé. Mais en tout cas, il faut que ce secteur se professionnalise, ça c'est clair. Il faut arrêter, il faut repenser tout le système des primes. On a rajouté des primes à des primes, et puis encore une autre prime, parce que celle-ci, finalement, on n'a pas besoin de l'audit, celle-ci, on a besoin de l'audit pour simplifier les choses. Chaque fois, on veut simplifier, mais au final, on rajoute une pièce sur une autre pièce, et en fait, il faudrait repenser tout ça à zéro. Et alors, pour tout ce qui concerne les revenus vraiment bas, mais les primes aujourd'hui, elles sont fonction des revenus. Donc les gens qui ont des revenus précaires, ils ont quasiment 90 à 100%. Donc je ne sais pas jusqu'où on peut aller plus loin. Les revenus élevés ont des primes beaucoup plus faibles et c'est sur leurs fonds propres qu'ils investissent. Ce n'est pas l'État qui finance les rénovations des personnes qui ont des revenus élevés, ce sont les propriétaires. Donc voilà, je trouve qu'il faut remettre peut-être juste la mesure où elle est sur la réalité des choses. Alors peut-être qu'il y a des gens qui sont terriblement précaires et eux, le problème c'est aussi le niveau de compréhension. Donc c'est bien probablement plus ça que le problème financier. C'est le niveau de conversation qu'on doit avoir avec eux pour les convaincre, l'ensemble des craintes qu'ils ont et puis tous leurs autres problèmes. Ils ont énormément d'autres problèmes qui vont perturber la démarche de rénovation. Donc voilà, je crois qu'il faut remettre chaque problème à son niveau et traiter chaque problème dans son secteur, quoi. Mais il ne faut pas ralentir la dynamique de rénovation parce qu'on en a besoin pour le climat. Si on a vraiment des gens si on a un problème de gentrification, il faut résoudre ce problème-là sans perturber la démarche de rénovation parce que l'enjeu est énorme. Que ce soit au niveau urbanisme, il faut faciliter, que ce soit au niveau de massifier, quoi. Voilà. Bonjour à tous. Moi, j'ai deux petites remarques et deux questions. La première, c'est pour le cas où il y a un PV. Moi, je tiens aussi à cœur de soulever que, même si on a dit que la difficulté, c'était d'avoir les propriétaires qui se décident ensemble, dans l'expérimentation qu'on a, la principale barrière, c'est les pouvoirs publics, c'est les processus administratifs qui sont soit des blocages, soit des freins. Ça, c'est la difficulté numéro 1. Ça, c'est juste pour le PV au cas où il y en a. L'autre petit point je trouve aussi dans les approches par quartier qu'on n'a pas mentionné, que je pense assez riche, et justement pour les toucher dans la diversité, c'est la notion de voisin ambassadeur. Donc ce qu'on a observé aussi, c'est qu'on arrivait à toucher des gens où on se rendait bien compte que, en fait, du coach au bénéficiaire, il y a trop de monde de différence. Par contre, entre le coach et un voisin, et puis ce voisin et un autre voisin, là, il y avait moyen du coup de connecter. Et alors, les deux petites questions pour les porteurs de projets qui ont présenté leurs initiatives, c'est par rapport à la manière dont vous fonctionnez avec les entreprises. Donc, on a entendu qu'il y avait un beau team côté projet Rega. Est-ce qu'on pourrait avoir une petite explication? Comment est-ce qu'il a été choisi? Puisqu'on doit faire un petit peu un pari, puisqu'on choisit avant de connaître les prix, donc ce serait intéressant d'en savoir un petit peu plus. Et côté des deux autres initiatives aussi, je pense que c'est assez intéressant. Je me demandais, côté Mechelen, au niveau du marché public, comment est-ce que les citoyens ont été impliqués dans les critères de sélection autres que le prix. Je trouvais ça intéressant d'entendre. Et deuxième point par rapport à la gestion des entreprises, ce qu'on entend comme retour, c'est qu'on a parlé des gains en termes de l'activation des clients. Mais après, derrière, on reste dans du B2C et ça reste une difficulté pour eux. Donc ça reste peu attractif parce que finalement, il y a 40 dossiers à gérer, suivi des paiements, etc. Alors qu'on offre un service aux administrations publiques en faisant un permis groupé. Là, on se propose une interface groupée pour cette partie-là. Comment est-ce que vous avez essayé ou pas de s'inscrire dans du B2B avec les entreprises, donc plutôt un achat groupé avec un porte-parole du projet collectif? Voilà pour les deux questions vers les initiatives. Merci pour la question. Donc, par rapport au beau team, comment est-ce qu'on a choisi? Je vais peut-être me concentrer sur les entreprises. Du coup,
On a rencontré, je crois, entre une dizaine et une quinzaine d'entreprises différentes. On n'a pas reçu énormément d'offres. Une des choses que je n'ai pas dites, mais qui est importante, c'est que toute la phase d'études, on l'a prise à notre charge via le subside Renolab ID, parce qu'on s'est vite rendu compte que pour convaincre les propriétaires, il faut qu'ils sachent où ils vont, il faut savoir exactement combien ça va leur coûter, où est-ce qu'ils vont arriver au niveau PEB, puisque Rénolution va imposer des choses. Et donc, par rapport aux offres qu'on a reçues des entrepreneurs, on a fait un choix entre les discussions qu'on a eues et ce qu'ils pouvaient nous proposer comme travail d'étude, sachant que ce n'était pas garanti forcément que parce qu'on fait l'étude avec eux, c'est eux qui fassent les chantiers après. C'est pour ça qu'ils nous font un devis. Et puis, ça s'est joué sur des questions de prix. On a reçu que finalement 2 prix, dont l'un était vraiment très cher, puisque un des soucis, je dirais, dans le cas du test ici, c'est qu'une entreprise nous a dit, voici mon devis pour l'étude, c'est autant. Si je fais les chantiers après, on absorbe ce montant dans le coût des travaux et vous ne devez pas le payer. Sauf que l'étude, en fait, on l'a payé nous, et que les travaux, c'est le propriétaire qui va le payer. Et là, ça devenait vraiment compliqué de faire la différence. On ne pouvait pas miser sur... si on n'arrive pas à convaincre le propriétaire, alors on devra payer un montant que peut-être on ne pourra pas payer. Mais par contre, tout le travail nous a fait vraiment réaliser à quel point toute la phase d'étude est primordiale et peut réduire les coûts des chantiers après. Et donc, pour nous, par rapport à la question aussi de payer les travaux, effectivement, si on n'a pas d'argent pour payer les travaux, mais si déjà on avait une idée de exactement où on va. Et du coup, j'en profite pour rebondir sur qu'aujourd'hui, nous, on a travaillé les phases d'études aussi par rapport à ce que Rénolution va imposer, donc 2033 à Bruxelles. Sachant qu'on a quand même aussi notre bon sens qui nous fait dire aux propriétaires, mais attention, ces travaux, parfois, on en a besoin pour arriver à ce que Rénolution nous demande, mais la PEB ne devrait pas être au centre des questions de rénovation. Et parfois, il y a vraiment des travaux qui ne valent pas la peine, mais que si on ne les fait pas, on n'arrive pas à ce qu'on a besoin pour la réglementation. Et donc voilà, ici on joue un peu entre les deux. Merci beaucoup voor de vraag. Merci pour la question. Votre question était de savoir comment les citoyens étaient impliqués dans le choix de l'entrepreneur et comment il a été choisi. Avant d'avoir établi le devis, nous avons examiné le quartier, nous avons considéré des images infrarouges des toits pour voir leur performance énergétique. Nous avons fait un petit tour dans le quartier, nous avons analysé les façades. Est-ce qu'il y a des anciens vitrages? Est-ce qu'il y a déjà de l'isolation au niveau de la façade? On avait aussi des dossiers PEB disponibles dans un certain nombre bâtiments. Et à base de ces données, nous avons pu identifier les 3 catégories. Donc, isolation de la toiture, de la façade et menuiserie. Et ces 3 besoins pouvaient en être dédiés. Il y avait aussi quelques ambassadeurs dans le quartier. Il n'y en avait pas énormément, mais nos ambassadeurs avaient aussi leur propre réseau, faisaient partie de comités locaux, etc. Et donc voilà, on leur a également demandé quel doit être l'accent à leur avis. Voilà comment les 3 catégories ont été identifiées. Par après, nous avons entamé des entretiens avec les entrepreneurs de la région, donc c'était une approche très régionale, mais aussi avec quelques grands acteurs. On leur a demandé qu'est-ce qu'il faut inclure dans le document pour faire partie. Qu'est-ce qu'on ne doit pas oublier? Puis le moment était venu de s'inscrire. Les entrepreneurs devaient s'inscrire, les prix étaient figés, il fallait élaborer un plan d'approche. Puis un jury a choisi en fait l'entrepreneur. Est-ce une réponse à votre question? Donc cela concerne la prise en charge complète, c'est ça? De l'entrepreneur, il y a un contrat qui traverse ce marché-là, ou bien derrière, les
ménages doivent encore contractualiser avec l'entreprise pour l'exécution des travaux. C'est à travers ce marché public, et donc vous êtes le client de l'entrepreneur. Nee, dus het contract. Non, en fait, le contrat se passe vers client ou par client traitant. Donc, en fait, l'offre n'est pas de notre responsabilité. Alors, on a quand même déjà un peu débordé. Il faudra que l'on s'arrête ici. Ce que je retiens, les deux aspects, hein, donc le taux de rénovation et donc les ménages plus vulnérables, quelque part, les deux sont l'un contre l'autre, et ça peut être un catalyseur évidemment aussi pour établir des projections et de se retrouver pour, dans l'avenir, augmenter ce taux de rénovation pour tout le monde. Il me reste qu'à vous remercier de vos questions également. Et voilà, la pollinisation est importante pour arriver à des solutions. Je vous remercie. Et n'oubliez pas de laisser vos casques. Vergeet niet om uw koptelefoons hier te laten.